Bonjour. Ça y est, dans la soirée du 28 janvier, pour nous autres Français, FFG a publié la première mise à jour des points d'escadron et des emplacements d'amélioration, il ne fallait pas les oublier. Et elle change pas mal de choses. Mon pauvre taille PH fantôme, bouhouhou. Mais non, honnêtement, en m'accordant le temps du recul, en m'y attardant un temps soit peu aussi, je crois que je suis assez satisfait par les changements opérés. Et j'ai donc du coup envie d'en causer, avec des tables récapitulatives comportant les noms français des vaisseaux pilotes et améliorations, sait-on jamais. Je vais envisager successivement les 5 factions, d'abord les 3 originelles, ensuite les 2 de la vague 2, car oui, elles ont déjà connu quelques ajustements. Pour chacune de ces factions, j'envisagerai d'abord les vaisseaux, distingués en fonction de la taille du socle, puis les améliorations spécifiques. Enfin, dans la dernière partie de cet article, je me pencherai sur les améliorations génériques. Bien sûr, je ne suis pas un joueur très expérimenté et à fond dans le bêta. Par ailleurs, j'ai clairement une faction de prédilection qui est l'Empire Galactique, même si je me suis bien amusé avec le Premier Ordre dernièrement. Dès lors, je suis probablement bien moins assuré quand il s'agit de commenter les évolutions affectant les autres factions, la Résistance, l'Alliance Rebelle et surtout, les racailles et scélérats. Tout ceci ne reflète que ma vision des choses depuis le cockpit d'un taille. J'ai pu rater des trucs ici, me tromper là ou oublier autre chose là-bas. N'hésitez surtout pas à m'en faire la remarque. Commençons par la rébellion donc et les petits socles. Avec tout d'abord le A-Wing RZ-1, ce châssis maudit auquel aucun joueur rebelle ne semble trouver d'intérêt, mais que moi j'aime bien. Peut-être parce qu'il a quelque chose d'un peu impérial dans son design. Je suis convaincu que ça serait cool qu'il intègre davantage de listes rebelles, en mettant de côté son homologue de la résistance qui séduit beaucoup plus les joueurs pour ce que j'en sais. Alors il faut l'y aider un peu. À l'exception du pilote de l'escadron Phoenix qui ne bouge pas, tous les autres coûtent 2 points de moins et même 4 en ce qui concerne Jake Farrell. Mais il y a un autre changement notable. Tous gagnent un slot de talent. Le pilote de l'escadron Phoenix en était jusqu'alors dépourvu, mais pour les 3 autres, cela signifie qu'ils ont désormais 2 emplacements de talent. Ce qui pour le coup est peut-être un peu étonnant. On pouvait être tenté d'y voir un atout spécifique du successeur de ce châssis dans les rangs de la résistance. À vrai dire, cela sent un peu le rétro-pédalage en termes de game design, j'ai l'impression, d'autant que ça rappelle la configuration bizarre de la V1 qui permettait au A-Wing d'avoir 2 talents en sacrifiant sauf erreur un slot de missile. À ceci près que le A-Wing nouveau conserve, quant à lui, cet emplacement. Alors il y a peut-être quelque chose à creuser, probablement même. Est-ce que ça suffira à rendre le A-Wing rebelle véritablement plus attrayant? Honnêtement, je n'en suis pas persuadé, mais j'apprécierais, aucun doute là-dessus. Le B-Wing et SF-01 voit lui aussi globalement ses coûts diminuer d'1 à 4 points selon le pilote. Pour le coup, ce sont les nommés qui sont les plus favorisés. Ça me paraît une bonne chose. Si je n'ai jamais piloté ce vaisseau, je l'ai trouvé intéressant de le combattre en V1. On y revient, l'Alliance Rebelle qui patinait en ses débuts de V2 avait probablement tendance en matière de chasseurs à se focaliser sur le très polyvalent X-Wing T65, avec peut-être un chouïa de Y-Wing BTLA4 équipé pour taper lourd. En tout cas, le camarade Albus semblait bien apprécier cette association. Et cette limitation était sans doute regrettable parce que dans l'idéal, j'adorerais voir davantage d'autres chasseurs rebelles, tout spécialement celui-ci et donc le A-Wing RZ-1. On verra si cette diminution des coûts suffira à faire réapparaître ces vaisseaux sur la table. Honnêtement, ça n'est pas garanti, mais ça me plairait bien. La sédition gauchiste de l'Alliance mérite une plus grande diversité dans ses options de jeu. Le cargo léger HWK 290 de son côté coûte plus cher de manière générale, et de manière un peu plus marquée que son équivalent chez les racailles. C'était sans doute nécessaire, c'est un bon vaisseau et qui a probablement été sous-coté au début de la V2, peut-être au regard de son efficacité relativement limitée en V1. À cet égard, il me fait pas mal penser au TIE CA Punisher chez les Impériaux, toutes choses égales par ailleurs. Cette augmentation globale paraît donc assez naturelle et justifiée, mais pour le coup je me demande si elle n'est pas un poil excessive. Tout particulièrement en ce qui concerne Rogue Garnet qui se prend 5 points dans les dents, blâme, ceci alors même que sa combo totalement pétée avec l'artilleur Han Solo a été invalidée par une nouvelle fac et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est sévère, j'aurais rééquilibré ailleurs pour ma part. Jan Horse tout spécialement ne prend que 2 points, elle demeure certes le HWK rebelle le plus onéreux, mais d'1 point seulement par rapport à Rourke, et honnêtement je crois qu'elle m'inquiète tout de même un peu plus désormais. Cela dit, de manière générale, il faut prendre en considération une autre chose concernant le HWK, et ça vaut d'ailleurs aussi pour son équivalent chez les racailles. Le titre Moldy Crow lui aussi coûte plus cher, beaucoup plus cher même, 6 points d'escadron de plus. Cette dernière augmentation était sans doute méritée, parce que ce titre est vraiment très fort, et le HWK en bénéficie énormément. C'est presque un autre vaisseau avec. Rassurez-vous, ça reste un très bon appareil, mais
Oui, je me demande si l'augmentation, en prenant en compte tous ces facteurs, pas seulement l'augmentation générale du châssis, n'est pas un peu excessif pour le coup. Et oui, je dis ça pour un vaisseau d'en face, ça arrive, qu'est-ce que vous croyez? Rapidement, côté chasseur taille Hélène, volé à l'Empire, salaud de rebelle, Sabine Wren coûte 2 points de plus. Elle est plutôt sympa, certes, pour une rebelle pilotant un taille, et je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. De tous les petits socles rebelles, c'est de loin le E-Wing qui connaît les réductions de coûts les plus significatives. 7 points de manière générale, dont Gavin Darklighter, et même 8 pour le champion Coran Horn. C'est mérité, ce vaisseau était sans doute bien trop cher. J'ai lu assez souvent des comparaisons avec le défenseur taille D impérial, mais en ce qui me concerne, ce dernier, même si trop cher lui aussi, était bien plus efficace. Tenter le Wing dans une liste relevait peut-être davantage d'un pari effectué à reculons, ce qui était dommage, espérant qu'il bénéficiera de cet ajustement assez conséquent, qui me paraissait à vue de nez tout à fait nécessaire. La navette de classe Chesapeake fait quant à elle partie des petits socles rebelles dont les coûts augmentent, pour ses deux pilotes les moins chers en fait, Zeb Aurelios et AP5. Ce dernier demeure moins cher que le premier, les deux prenant 2 points dans la face. C'est peut-être un chouïa étonnant car à vue de nez l'habilité du droïde me paraît tout de même bien plus intéressante. Maintenant je n'ai jamais affronté ce vaisseau en V2 et une seule fois en V1, je ne me sens pas de juger sur pièce du coup. Il en va un peu de même pour ce qui est de sa cousine la navette d'attaque, même si un seul pilote est ici affecté par ces ajustements de janvier, et c'est, une fois de plus, Sabine Wren, qui, avec 4 points de plus tout de même, devient du coup la plus onéreuse sur cette plateforme, devant l'utilisateur de la force Ezra Bridger. Une configuration assez exceptionnelle à l'heure actuelle, voire unique. La capacité de Sabine est bonne, certes. Maintenant, pour être franc, là encore, je n'ai affronté qu'une seule fois ce vaisseau, sauf erreur, V1 ou V2, et je suis bien incapable d'en dire davantage. Maintenant, pour les deux vaisseaux qui précèdent, si cela n'a rien d'une obligation, je suppose qu'il faut tout de même mieux avoir en tête la réduction assez marquée des coûts du cargo léger VCX 100, pour ne pas dire du Ghost. J'y reviendrai un peu plus loin. D'ici là, pour en finir avec les petits socles, le Y-Wing BTL A4 connaît une diminution globale des coûts entre 1 et 3 points. Ce vaisseau me paraissait déjà plus qu'honnête dans son genre, mais avec ses nouveaux coups et en prenant en compte que, par exemple, aussi bien les tourelles que l'artilleur de tourelle vétéran ont également vu leurs coûts diminuer, il y a sans doute quelque chose à en tirer, au-delà de la configuration à base de, mettons, torpilles à protons, qui sont plus chères, elles. Un peu plus de versatilité est toujours appréciable pour un vaisseau iconique qui le mérite sans doute. Il faudra parler plus loin de sa version racaille, grosso merdo dans les mêmes ordres de prix, mais dont l'évolution est plus contrastée. Cependant, je ne suis pas en mesure de véritablement comparer les deux plateformes, si seulement c'est pertinent, du fait du slot illégal et des capacités différentes des pilotes nommés. Pour ce qui est des socles moyens, seul le K-Wing BTL S8 est ici concerné, 3 points de moins pour chaque pilote. C'est toujours bon à prendre, mais honnêtement, ça demeure typiquement le vaisseau rebelle dont je ne sais absolument pas quoi faire quand me vient la fantaisie de tenter de composer une liste séditieuse. Il était très puissant en V1, il est probablement moins maintenant, et sans doute un peu trop. Cela suffira-t-il à le ramener dans le jeu? Peut-être, mais je n'y crois pas trop, à tort ou à raison. N'hésitez pas à me reprendre, comme d'habitude. Les gros socles, en ces débuts de la V2, n'ont guère eu la cote dans l'ensemble, et ces premiers ajustements ont souvent pour objet de les rendre plus compétitifs. Chez les rebelles, c'était particulièrement souhaitable, d'abord et avant tout en ce qui concerne le cargo léger VCX 100, là où ce vaisseau était relativement balèze en V1 car il bénéficie alors d'améliorations aujourd'hui impossibles. La diminution est sensible, même si, comme on le verra juste après, chez les rebelles, c'est ce bon vieux cargo léger YT-1300 qui bénéficie en fait le plus de ces premiers ajustements. Cela dit, outre la réduction des points d'escadron, dont bénéficie surtout Kanan Jarrus, avec 6 points de moins, et c'est un utilisateur de la force, il faut aussi prendre en compte ici l'ajout d'un slot de censeur. Est-ce que cela suffira à ramener le VCX 100 sur les tables? Pas dit. Trouver une bonne interaction via le Ghost avec une navette d'attaque ou une navette de classe Chesapeake pourrait cependant changer la donne, je suppose. Maintenant, en matière de gros socles rebelles, c'est donc largement le cargo léger YT-1300 modifié qui bénéficie de la réduction la plus marquée, et j'en suis assez surpris. En fait, j'avais certes noté quand j'avais essayé de comparer les 3 époques de ce vaisseau mythique, en chroniquant le kit de conversion de la résistance, que le YT-1300 rebelle était de loin le plus cher, mais c'était aussi l'état le plus performant du probable Faucon Millennium. Qu'importe, les 4 pilotes de ce châssis sont beaucoup moins chers. 9 points pour le contrebandier de la bordure extérieure, 10 pour le champion Han Solo, 11 pour son copilote Chewbacca, et même 12 pour Lando Calrissian. Un sacré panel de stars, qui en tant que tel devrait sans doute être plus présente sur les tables.
Or, pas forcément tant que ça jusqu'à présent. Je suppose que ça se discute. Mais ici, le fait que je sois du camp d'en face joue sans doute énormément, car le YT 1300 Rebelle me paraissait déjà très fort, et pas forcément surcoté. C'est un des meilleurs gros socles du jeu, peut-être même le meilleur, toute chose égale par ailleurs. Peut-être serais-je d'un avis différent si je jouais Rebelle? C'est possible. Alors ok, admettons. Reste enfin le cargo léger YT 2400, pour lequel l'évolution est un peu bizarre, mais comme l'était sa conception en V2 dès le départ. Je n'en suis pas fan, pour être honnête. Pas en termes de puissance, il fait très mal, même s'il a sa faiblesse intéressante, mais en termes de game design, je suppose. Intégrer d'emblée au châssis V2 la combo qui lui était inévitablement associée en V1, en gardant le seul titre Outrider comme optionnel, quitte à ce que cela débouche sur une échelle de coups inédite dans la faction et même sauf erreur dans le jeu dans son ensemble en V2, avec Dash Rendar qui faisait 100 points à poil. Franchement, non, je n'en étais pas fan, déjà. Et j'en étais encore moins fan après avoir affronté la combo Roar Garnet Han Solo avec Dash ou avec Libo. Cette combo déjà me paraissait absurde, complètement antinomique avec l'esprit du jeu. Cependant, vous allez dire que je ne suis jamais content, mais la manière dont FFG y a mis fin via une fac, après avoir pendant plusieurs mois affirmé que cela fonctionnait très bien, si, parfaitement, mais oui, dans une fac antérieure spécifiquement dédiée, ça me paraît pas très sérieux tout de même. Même si je suis assurément heureux de ne plus avoir à y faire face. En fait, cette combo me faisait l'effet d'être, disons-le, connement brutal, un jugement que j'étais tenté de reporter sur le YT 2400 général, parce que ce vaisseau était celui qui en bénéficiait le plus ouvertement, mais aussi d'autres associations du même ordre, par exemple avec un autre HWK 290, Jeanne Horst en l'espèce. Dans tous ces cas, ce n'était pas le Hawk qui me posait problème, mais ce gros machin monolithique et bœuf. Bon, peut-être à tort, une fixette malvenue de ma part. Mais du coup, la mise à jour est connement brutale elle aussi, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, les coûts du YT 2400 diminuent de manière générale, mais là encore de manière bizarre. 2 points de moins pour Dash et pour le frontail d'espace sauvage, je ne sais pas si ça change grand chose. 10 points de moins pour le très balèze Libo, là si. Mais au prix de la perte pour ce seul pilote de l'emplacement d'équipage? Je fais appel à vous, champion du lore Star Warsien. Y a-t-il une seule raison à cet égard de priver Libo de ce slot tout en le conservant pour Dash et le frontalier? Ça me paraît assez douteux. Erinic sur sa chaîne YouTube avance que ça pourrait se justifier en termes purement ludiques par une interaction à éviter avec l'équipage C3PO. C'est possible, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai décidément l'impression que ce vaisseau pâtit encore une fois d'un game design de sagouin. Maintenant, je suis peut-être trop excessif dans ma détestation viscérale, et n'hésitez pas à éclairer ma lanterne sur ce point. Et nous passons aux améliorations spécifiques aux rebelles. Enfin, il y a 2 cas limites avec les racailles, et celui du titre Moldy Crow a d'ailleurs déjà été évoqué en causant du HWK 290. 6 points d'augmentation, soit un coût de 18 points d'escadron maintenant, c'est certes beaucoup, mais bon, c'est tellement balèze. A noter cependant, c'est le seul titre rebelle affecté par cette mise à jour, et je ne suis pas bien certain que ça coulait de source. Pour ce qui est des artilleurs, Han Solo prend 2 points dans la face, passant à 14. Honnêtement, même si la combo à la con avec Roar Garnet n'est heureusement plus d'actualité, Han demeure un très bon artilleur et cette augmentation est dans l'ordre des choses. Quant à Luke Skywalker, il coûte 4 points d'escadron de moins, ce qui le fait passer au niveau beaucoup plus abordable, de 26 points d'escadron. En ce qui me concerne, c'est toujours aussi délirant. Des joueurs rebelles me contrediront peut-être, mais une carte à ce coup me paraît injouable, et je ne vois pas bien l'intérêt de balancer dans le jeu des cartes injouables. Mais bon, c'est sans doute moi, hein. Côté Astromech, R2D2 coûte moins cher, en fait dans le même mouvement que son équivalent générique, l'Astromech R2, ce qui me paraît tout à fait raisonnable dans les 2 cas. Même chose d'ailleurs pour R5D8 par rapport à l'Astromech R5. Honnêtement, je ne connais rien aux Astromech de manière générale, alors je serais bien en peine d'en dire davantage. Pas mal d'équipages rebelles voient leur coût diminuer, avec l'exception de McVayaro qui prend 1 point de plus. On y trouve un peu de tout, là où par exemple les ajustements des équipages impériaux, comme on le verra plus loin, sont davantage liés à des archétypes de jeu. Certains personnages iconiques, mais aussi puissants, bénéficient d'une réduction assez drastique. C3PO par exemple coûte 4 points de moins, mais j'ai sans aucun doute envie de mettre l'accent sur Leia Organa. 6 points de moins, elle passe de 8 à 2 seulement. Et ça me paraît une bonne chose. La princesse Leia est un cas rare chez les rebelles, de l'archétype de l'officier de soutien beaucoup plus répandu chez les impériaux, et j'aimerais vraiment la voir en face de moi. Elle a l'air de pouvoir faire des trucs très amusants, et son coût maintenant dérisoire devrait inciter à expérimenter un peu avec elle. Pas forcément grand chose à dire pour les autres, si ce n'est que j'aime bien et Chewbacca et Lando Calrissian, et que leur coût plus raisonnable pourrait inciter à tenter d'en faire quelque chose, ce qui est chouette.
L'Alliance rebelle des trois factions originelles était probablement la plus défavorisée durant ses premiers mois en V2. Oh, même sans remettre sur le tapis, l'abomination avec Rourke Garnet et Han Solo, elle avait des trucs puissants à disposition, hein. Le problème, c'est que c'était un peu toujours les mêmes qui revenaient. En tête, Wedge Antilles et Luke Skywalker à bord de leur X-Wing T-65. Et vous aurez remarqué que ce vaisseau forcément iconique n'apparaît ni à la hausse ni à la baisse dans ses premiers ajustements des coups. Il en résultait un très fâcheux manque de variété. En fait, en ce qui me concerne, et j'avais pu en toucher deux mots à l'occasion, ce n'était pas forcément la puissance relative qui me gênait en ce qui concerne l'Alliance rebelle, mais son caractère peu excitant, voire carrément pas du tout. Espérons que ces premières retouches permettront de changer un peu la donne en variant les options de jeu. Quoi qu'il en soit, oui, l'Alliance rebelle est clairement la faction qui profite le plus de cette mise à jour, et c'était dans l'ordre des choses. On verra bien ce que ça donnera. Et maintenant, ma faction. Ma faction. Ma faction. L'Empire galactique, le camp de la force, de la droiture, de la justice, de l'honneur, l'Empire galactique. Allez, les petits socles. On commence avec le bombardier taille SA qui, sans surprise, voit ses coûts augmenter de manière générale. Tout particulièrement l'excellent capitaine Jonus qui se prend 7 points dans la tronche. Le Major Heimer prend quant à lui 4 points et tous les autres 2. C'est normal, c'était attendu, ça ne me gêne pas le moins du monde. Quand j'ai joué le Captain Jonus, tout spécialement, je pesais bien combien ce pilote était sous-coté. Il faut aussi prendre en compte que certaines améliorations associées à ce châssis coûtent elles aussi plus cher, notamment les torpilles à protons, mais pas plus que ça les roquettes de barrage. Qu'importe, le vaisseau demeure bon, notamment avec les engins. Je crois que Jonus demeure jouable, mais c'est à vérifier. Et cette évolution générale incitera peut-être davantage à tenter des trucs en parallèle avec le Starwing de classe Alpha, comme on le verra bientôt. Et tout ça va dans le bon sens. Le défenseur taille D bénéficie quant à lui d'une réduction globale de 2 points. J'en suis heureux. J'adore ce vaisseau et le trouvais bien trop cher, pour le coup. 2 points, ça n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ce châssis devient peut-être un peu plus envisageable dans des listes à 3 vaisseaux notamment, dont éventuellement 2 défenseurs d'ailleurs. Même réduction globale, mais d'un impact peut-être plus marqué, pour le Starwing de classe Alpha. 2 points de manière générale, 3 pour le moins cher, le pilote de l'escadron nu. Ok, c'est une bonne chose. Comme les tailles CA Punisher et les bombardiers taille SA sont désormais plus chers, ce vaisseau, jusqu'alors un peu redondant sans doute, retrouvera peut-être un peu d'intérêt, probablement plutôt dans sa configuration missile-torpille je suppose. Et c'est tant mieux. J'aimais bien ce châssis en V1, mais en V2 jusqu'à présent je ne voyais pas vraiment d'intérêt de l'aligner, d'autres faisant pareil en mieux, et je n'étais encore jamais parvenu à le glisser dans une liste. Bon, je n'ai peut-être pas trop cherché non plus. Le TIE Advanced V1 connaît lui aussi une réduction globale à peu près du même ordre. Je doute qu'elle profite vraiment aux barons de l'Empire, même s'ils sont bien moins chers que les autres. Ce qu'il faut prendre en compte ici, je suppose, c'est que l'éventail des pouvoirs de la force envisageable est un peu plus large, avec de nouvelles options moins onéreuses, comme N. J'ai tendance à croire dans le vide que ce pouvoir du côté obscur pourrait enfin rendre le Grand Inquisiteur jouable, ou peut-être tir prophétique. En même temps que Réflexe surnaturel, avec son nouvel échelonnage, devient un peu plus accessible pour des génériques. Ça fait un bail que je veux tenter quelque chose avec des Inquisiteurs, et peut-être que cela devient plus crédible désormais. Bonne chose, l'idée d'utilisateur de la force générique me parlait énormément depuis le lancement de la V2, mais ne s'était pas vraiment concrétisée jusqu'alors. Et j'imagine qu'avec un peu de chance, les nouveaux Jedi de la faction à venir de l'Ancienne République permettront de rendre viable cet archétype totalement inédit. À surveiller donc. Pour ce qui est du TIE Advanced X1, la réduction est à nouveau globale, mais un peu plus ample. Surtout, chose à laquelle je ne m'attendais pas, Dark Vador est celui qui bénéficie de la réduction la plus importante, 5 points. Ce qui me plaît bien, mais trouve probablement sa justification dans le fait que le pouvoir de la force qui lui était le plus souvent associé dans le méta, à savoir réflexe surnaturel, est devenu beaucoup plus coûteux pour lui, au point de la dissuasion radicale. Bram, 20 points de plus. C'est une manière pas très subtile de la part de FFG de dire aux joueurs « Nous ne voulons pas voir ces deux cartes ensemble ». Oui, c'est assez brutal comme méthode là aussi. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Idéalement, cela pourrait diversifier les archétypes de ce pilote, davantage inciter à chercher de quoi faire avec d'autres pouvoirs de la force, là encore, et je vois ça d'un bon œil à titre personnel. Est-ce que cette réduction globale par ailleurs servira les autres pilotes de ce châssis ? Il ne semble pas avoir été beaucoup joué jusqu'à présent. On peut l'espérer, mais ça n'est pas vraiment garanti. Il y a tout de même diverses options alléchantes à prendre en compte, notamment Mara Extel qui bénéficie tout de même d'une réduction de 4 points. Et plus de variété est toujours une bonne chose. Et nous en arrivons enfin au TIE PH Fantôme. Celui-là, on pouvait s'en douter, il allait prendre cher.
Sauf que la méthode choisie ne concerne pas vraiment le prix. Whisper qui coûte 2 points de plus, ça n'a rien de trop méchant, c'est même tout à fait modéré, toutes choses égales par ailleurs. Non, la différence cruciale est la suppression du slot d'équipage et son remplacement par un slot d'artilleur. Un moyen là encore assez brutal de dire nous ne voulons pas voir Whisper et l'équipage Dark Vador ensemble. En rendant cette association, qui en était venue à truster le méta, pas seulement onéreuse, mais tout bonnement impossible. Bon, comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le dire, le TIE PH Phantom est mon vaisseau chouchou, alors mon avis est forcément biaisé. D'autant que je joue casual pour l'essentiel, je ne suis donc pas le mieux placé pour juger de ce qui est problématique dans le méta et doit être remplacé, et comment, etc. Mais cette nouvelle orientation me chagrine un peu. Enfin, elle le faisait surtout au premier coup d'œil, je serais plus pondéré désormais. Mais voilà, le Whisper Vador était très fort, et il fallait sans doute y faire quelque chose. Mais pour mettre un terme à une combo puissante, très puissante, même si pas totalement pétée non plus, je dirais, ce n'était pas l'Aurore Garnet Han Solo des rebelles, qui était mal designé d'emblée, on a complètement chamboulé au-delà de la combo, au-delà du pilote, le châssis dans son ensemble. Ce qui a ses conséquences bien au-delà du seul Whisper Vador, donc. Et notamment un point qui me parlait pas mal sur la possibilité d'aligner plusieurs fantômes avec chacun leur petit truc. Whisper Vador était certainement la solution la plus évidente et la plus puissante, mais j'ai pu m'amuser avec d'autres pilotes, les As de l'escadron Sigma surtout, certes, dont le prix ne bouge pas, et surtout avec d'autres équipages pour tenter des trucs marrants avec, je sais pas, l'agent Calus, le directeur Krennic, l'informateur, Triple Zéro. Je me tâtais même pour tenter des trucs avec le Grand Inquisiteur ou la Septième Sœur, même s'ils étaient trop chers. Bref, il y avait une variété de configurations qui me plaisait beaucoup. Ce n'est plus du tout le cas avec le slot d'artilleur, puisqu'un seul à l'heure actuelle peut être embarqué de manière générale, qui est par ailleurs limité, le cinquième frère, dont le coût a certes baissé. On peut envisager aussi BT1 si Vador est quelque part dans la liste, c'est à creuser. Ça n'est pas nul, mais ça n'est pas varié. J'espère que d'autres artilleurs génériques ou impériaux seront développés qui pourront revenir là-dessus. Ça ne sera probablement pas pour tout de suite. Et je redoute un peu que TIE Phantom égale Whisper dans cette configuration. Et très concrètement, Whisper 5e frère sans des masses alternatives. Bon, je ne râle pas souvent, et même là je ne crois pas râler tant que ça. Je ne suis pas en colère, juste un peu peiné pour mon vaisseau à moi que j'aime. Et de toute façon, je continuerai de chercher à faire des trucs avec le fantôme et plusieurs fantômes parce que. Mais la brutalité de cet ajustement, cette méthode précisément, me gêne quand même un peu. Cela dit, j'entends les remarques du camp d'en face et je peux me faire l'avocat du diable. Enfin, non, le diable c'est moi, mais bon, on se comprend. Je reconnais sans peine que le slot d'équipage n'était pas très fluff et qu'un slot d'artilleur est bien plus cohérent. Et que la même chose peut éventuellement être dite au regard du game design, même si ça me paraît davantage à débattre. Je perçois aussi qu'en contrepartie de ce choix d'ajustement, le Type PH Phantom n'est pas spécialement plus coûteux, même Whisper, et par ailleurs l'équipage Dark Vador ne voit pas son coût bouger, ce qui est plutôt inattendu me concernant. Et tout cela est assurément bienvenu. Le cinquième frère permet toujours de faire gagner un marqueur de force à un fantôme pour un coût moindre que Vador jusqu'à présent. Bref, on peut toujours faire quelque chose d'intéressant avec ce châssis et indépendamment avec l'équipage Vador sur un autre vaisseau, même si désormais je ne l'envisage guère que sur un Reaper à vue de nez, mais faut voir. Le fait que le talent feinte ait un peu augmenté pèse lui aussi sur le TIE Phantom, mais c'était sans doute un ajustement inévitable et probablement bienvenu. La liste à 4 As Sigma avec feinte n'est plus faisable, mais en fait il suffit de remplacer feinte par un talent un peu moins onéreux sur le quatrième. Finalement, en termes d'équilibrage, je crois que je suis obligé de concéder même du bout des lèvres que FFG s'en est probablement plutôt bien tiré avec cette méthode. Allez, sèche tes larmes, Nébal, il y a sans doute de quoi faire, et tu t'y feras très bien, comme tu t'étais fait, à la perte du quatrième des rouges et au bouleversement de la mécanique d'occultation des occultations. Hein? Pour ce qui est des socles moyens impériaux, sans surprise, le TIE CA Punisher voit ses coups grimper. Cela dit, je m'attendais à quelque chose de plus radical, pour le coup, même en prenant compte que certaines améliorations qui lui étaient souvent associées coûtent plus cher de leur côté, notamment les torpilles à protons et le simulateur de trajectoire. De fait, c'est sans surprise là encore Redline qui subit la hausse la plus franche, avec 8 points de plus, ah oui tout de même, mais ok. Cependant, Deathray demeure une alternative de choix et ne coûte quant à lui que 2 points de plus qu'avant. Ce vaisseau ne devrait plus se montrer aussi systématique dans le méta et c'est une bonne chose, mais il reste très intéressant dans l'absolu, et même Redline n'est pas condamné à cet égard. De manière générale, ces ajustements de janvier tendent donc à rendre les gros socles plus attrayants, ce qu'ils n'étaient globalement pas jusqu'à présent.
La navette T4A de classe lambda était déjà très bien comme ça et n'a donc pas été affectée, mais son rôle demeure très particulier. The gros socle de l'Empire est dès lors le décimateur VT-49, sans alternative, l'Empire demeurant la faction originelle la moins pourvue en gros socle et à vrai dire aussi en moyen. Hors faction de la V2 comme de juste, ça vaut pas. Et il s'agissait donc de rendre ce gros machin plus attrayant. Grosse diminution dès lors sur l'ensemble des pilotes, 8 points pour le vice-amiral Shirano et le générique chef de patrouille, 6 points seulement pour le capitaine Oikun, qui demeure cependant la solution intermédiaire en termes de coût, même si très proche de Shishi. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs fois, Oikun est ici mon chouchou, qu'il bénéficie d'une réduction un peu moindre et donc parfaitement compréhensible à mes yeux. Tout cela de manière générale va dans le bon sens. Je vais pouvoir à nouveau réfléchir à intégrer un décimateur dans mes listes sans le faire en raison d'une contrainte, comme j'en avais parlé plusieurs fois. Très bien. Quand on en vient aux améliorations spécifiques à l'Empire, si l'on met de côté les titres Dauntless pour le décimateur, très bien, et ST321 pour la lambda qui diminuent tous deux de 2 points, la chose qui me frappe, c'est qu'un peu plus de la moitié des modifications et des réductions portent de manière assez significative sur des utilisateurs de la force, 3 équipages et un artilleur, en relevant, ce n'est pas négligeable que Dark Vador ne bouge pas. C'est très bien ça, même si je demeure sceptique quant à l'efficacité du Grand Inquisiteur et de la 7ème Sœur. On peut cependant envisager de les jouer maintenant. L'empereur Palpatine bénéficie d'une réduction de 2 points très bienvenue qui le rend un peu plus attrayant, comme il devrait l'être. Il y a enfin le cas de l'artilleur qui est le 5e frère qui coûte 3 points de moins. Comme dit plus haut, c'est a priori le choix le plus logique pour le Type PH Phantom nouveau, mais d'autres options sont envisageables le concernant. Je le trouvais trop cher jusqu'à présent, mais maintenant je vais pouvoir me pencher plus sérieusement sur la question. Mais 3 autres équipages sont concernés. Tout d'abord, 2 archétypes de l'officier impérial, le grand Moff Tarkin et le Moff Jerjerrod. Le premier tout particulièrement bénéficie de la réduction la plus ample, 4 points, plus du tiers de sa valeur. Et j'apprécie, il a une fonction de soutien à vue de nez intéressante, mais il me paraissait jusqu'alors trop onéreux quand d'autres options moins coûteuses et plus efficientes paraissaient préférables. C'est à creuser, il va falloir que je m'y attelle. Reste enfin le cas de Triple Zero, qui ne peut intégrer une liste impériale qu'à la condition que s'y trouve Vador. Mais il avait vu pas mal de jeux et à bon droit, c'est un bon équipage. De toutes ces améliorations spécifiques, c'est la seule à connaître une augmentation de 2 points, ce qui fait presque doubler. Mais le droïde sadique demeure une option très intéressante s'il ne peut plus s'incruster sur un fantôme. Au passage, ces derniers temps, j'ai lu pas mal de comics Dark Vador et Dr. Aphra, et je peux maintenant le dire, j'adore le duo Triple Zero BT1. En fait, ça me motive d'autant plus à chercher à jouer avec. Et voici pour l'Empire Galactique, qui s'en tire bien finalement. On a souvent argué durant ces premiers mois de la V2 de la supériorité globale de cette faction sur les autres, et je suppose que ça se défendait, oui. On pouvait du coup s'attendre à des altérations plus drastiques, honnêtement. Seul le cas du Type PH Phantom me paraît donc devoir vraiment être mis en avant ici. Et bon, Redline, normal. Tout cela me paraît aller dans le bon sens en termes d'équilibrage, et en même temps, cette faction, ma faction, continue de m'emballer plus que les autres. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc, sous la juste domination de l'empereur Palpatine. Et nous passons aux racailles et scélérats, et c'est probablement le moment de cet article où je me sens le moins à l'aise, car des 3 factions originelles, c'est clairement celle que je connais le moins. Sauf erreur, je n'ai joué Scum qu'une fois, et avec une liste conçue par quelqu'un d'autre. Et je suis loin d'avoir affronté tous ces vaisseaux. Plus que jamais, ce que je vais dire dans cette section doit donc être envisagé avec un certain nombre de réserves, mais bon, tentons le coup quand même. Et d'abord, les petits socles. Le cargo léger HWK 290 racaille évolue moins et de manière plus contrastée que son équivalent rebelle. Le plus important à mentionner est probablement Palop Godali qui prend 2 points, lui qui s'associait bien avec Boba Fett surtout et éventuellement Forlom. Torquil Mux évolue dans le même sens, tandis que Dacebound Arm coûte 1 point de moins désormais. Mais une fois de plus, l'ajustement le plus significatif concernant cette plateforme est probablement l'augmentation marquée du titre Moldy Crow, comme vu plus haut en traitant de l'Alliance. Le pourtant tout récent chasseur Taiadan modifié, ou taille de la guilde minière, connaît une petite évolution avec le capitaine Sivor qui coûte 2 points de plus. Ouais, j'ai pas vraiment le sentiment que c'était justifié, mais bon. Pour ce qui est de l'intercepteur M3, que je ne suis pas certain d'avoir jamais affronté, petite réduction sur l'ensemble du châssis, et je ne peux m'empêcher de relever que côté racaille, c'est en fait le seul petit socle dans ce cas. On peut mentionner notamment que Serisu, le plus onéreux de ses pilotes, bénéficie de la réduction la plus franche et est moins cher de 3 points désormais. Il a un effet faisant penser à celui de Hall Runner chez les impériaux, mais en défense. Peut-être pourrait-il dès lors trouver sa place dans une nuée Scum. Ça n'est pas quelque chose de très commun encore, mais je garderai un œil dessus au cas où, avec le remorqueur spatial de transfert quadrimoteur, dont les coûts augmentent certes, mais aussi le tout récent taille de la guilde minière. Sait-on jamais,
Ça m'amuserait bien de voir dénuer Rakai, mais c'est probablement pas encore gagné. Rapidement, du côté de la plateforme d'attaque de classe Star Viper, la légendaire Guri, probablement de très loin le pilote le plus joué sur ce châssis, coûte désormais un point de plus. A priori, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment significatif, mais au fond, je n'en sais rien. Le remorqueur spatial de transfert quadrimoteur ou quadjumper pour les intimes voit ses coûts augmenter de manière générale et, relativement, c'est probablement la hausse la plus importante pour les petits socles Rakai. C'est un vaisseau amusant et il semble avoir été un tantinet joué en bouche-trou ou en simili-duet. Comme dit plus haut, je suis curieux de voir dénuer Rakai et j'aime bien le principe de ce vaisseau. Je ne sais pas du coup si cette hausse est vraiment justifiée. Tout spécialement fait concernant le générique trafiquant d'armes de Jakku, qui prend tout de même 4 points, la hausse la plus conséquente sur ce châssis, ce qui le rend à peine moins cher que les pilotes nobés. FFG me paraît un peu indécis pour le coup et vu l'extérieur je le regrette un peu, je crois. Les 3 pilotes du vaisseau de secours voient leur coût augmenter entre 3, l'endocalrician, et 4 points, le collant de la bordure extérieure et L337. Le drone automatique n'est pas concerné, on peut de toute façon douter de sa pertinence. Ce vaisseau peut coordonner pour un coût très limité, et on peut supposer qu'il y a là une des raisons possibles à cette augmentation, tout spécialement en ce qui concerne la droïde activiste. Enfin, le Y-Wing BTL A4 connaît une évolution plus contrastée que son équivalent rebelle, avec les 2 pilotes nommés dont les coûts augmentent un chouïa, tandis que les 2 génériques coûtent un point de moins chacun. Il faut rappeler que ce vaisseau bénéficie d'un slot illégal dont est dépourvu le Y-Wing rebelle. En dehors de cela, ce qui a été dit plus haut en faveur de ce dernier, concernant notamment les tourelles et l'artilleur de tourelle vétéran, demeure valable pour le vaisseau Rakai. Les Rakai et Scélérat sont la faction la plus riche en socles moyens et en gros socles. Il y a donc pas mal de choses à dire ici. Les points diminuent globalement pour le bombardier Skurg H6, tout spécialement peut-être pour le fameux capitaine Nim qui coûte désormais 4 points d'escadron de moins. En outre, le vaisseau gagne de manière générale un slot d'artilleur. Ce bombardier me paraissait déjà plus qu'honnête et ses ajustements renforcent encore ce sentiment. Le chasseur d'assaut agresseur, un des rares vaisseaux Rakai que j'ai eu l'occasion de jouer, un des 2 seuls à vrai dire, connaît une diminution globale des coûts assez significative. On peut relever qu'il est du coup désormais possible d'en aligner 3 avec chacun le titre IG-2000. Est-ce pertinent? C'est à débattre, mais on peut relever une chose potentiellement amusante avec la capacité d'IG-88B, éventuellement transmise aux autres avec le titre IG-2000 donc, qui permet en cas d'échec de l'attaque principale de faire une attaque bonus avec un canon. Or, désormais le rayon de brouillage est gratuit, et on peut donc l'équiper et sur les copains sans souci. Ça n'est certainement pas pété, mais ça pourrait donner des trucs rigolos. Maintenant que ceci fonctionne ou pas n'est pas très important, le vaisseau est très bon et il est moins cher que demande le peuple. Passons au chasseur G1A, le pilote le plus souvent joué, Forlom, n'est pas affecté. Mais ces 2 comparses moins onéreux, Zucus et le générique Trouvergan, coûtent désormais 2 points de moins. Il n'est pas dit que ça suffise à les rendre plus présents sur la table, mais sait-on jamais. Enfin, concernant le patrouilleur de classe Firespray, l'ajustement se fait dans l'autre sens, même si un seul pilote est affecté, mais pas le moindre. Boba Fett prend 6 points dans les dents. Et c'est normal, il est très fort. Et on l'a croisé dans quelques configurations bien volantes, avec notamment, sauf erreur, Palop Godali sur un HWK de 190 et Forlom donc sur un chasseur G1A. Peut-être que cette augmentation incitera les joueurs Rakai à faire mumuse avec d'autres pilotes qui, vu de l'extérieur, m'ont l'air assez intéressants, globalement. Il faut d'ailleurs prendre en compte que les divers titres du Firespray évoluent également dans le sens d'une plus grande diversité, et c'est une bonne chose, on y reviendra. Cependant, il faut relever que certaines améliorations couramment associées à Boba ont également vu leur coût augmenter. Les gros socles Rakai, comme leurs antagonistes, ont vu leur coût diminuer. En témoigne d'emblée l'appareil de poursuite de classe Lancer, 4 points pour chaque pilote, 8 pour la patronne Assage Ventress, une utilisatrice de la Force, rappelons-le. Ok, la seule fois où je l'ai affrontée, elle m'avait fait l'effet d'un gros socle intéressant. Il mérite sans doute d'être aligné plus souvent. Maintenant, est-ce que cela suffira? Espérons-le. Le cargo léger YV666 connaît des évolutions marquées. D'une part, il coûte globalement un peu moins cher, entre 2 points de moins, Moralo Eval et le générique esclavagiste trandosien, et 5, la Tradi, avec entre les deux 4 pour Bossk. Mais surtout, le vaisseau est chamboulé à la taille PH Fantôme, puisqu'il perd un emplacement d'équipage. Renversement de situation, du coup, la navette de commandement de classe Upsilon du premier ordre est donc désormais le seul vaisseau doté de 3 slots d'équipage, ceci alors même qu'il manque probablement encore de choix très pertinents à associer. Donc, il perd un emplacement d'équipage au profit d'un emplacement d'artilleur. Mais ça n'est probablement pas aussi pénalisant que pour Whisper et ses copains. En fait, je suppose que ça pourrait bénéficier au YV666. J'avoue ne pas connaître assez bien et les équipages et les artilleurs Rakai pour me prononcer avec un tant soit peu de conviction.
Enfin, le Jumpmaster 5000 connaît lui aussi une diminution de ses coûts, la plus marquée en fait du côté des racailles et scélérats. Dangar et le générique éclaireur sous contrat coûtent désormais 6 points de moins, Manaru 9 et Teltrevura 10. Il n'est pas dit que ça suffise à rendre à nouveau ce vaisseau très compétitif. Il était monstrueusement fort vers la fin de la V1 et la V2 lui a pour le coup infligé un retour de bâton assez violent. Que ce vaisseau soit désormais plus abordable ne signifie pas pour autant qu'il revient à son niveau de la fin de la V1 car les améliorations disponibles ne produisent plus le même effet, côté tourelle notamment. L'action de rotation est rouge, le cadran de manœuvre particulier. Bref, ça n'est probablement pas encore tout à fait ça, mais libre à de bons joueurs Akai de démontrer le contraire. Et maintenant les améliorations spécifiques aux racailles et scélérats, avec quelques ambiguïtés. L'équipage 000, déjà évoqué en traitant de l'Empire Galactique, le titre Moldicro, déjà évoqué en traitant de l'Alliance Rebelle, et l'équipage Maul, dont je ne sais toujours pas bien quoi penser, en dehors de son marqueur de force toujours utile. L'artilleur Han Solo se prend 8 points dans les dents, triple son coup, passant de 4 à 12. Mazette, là encore c'est du brutal. Il est très bon, certes, 4 points ça n'était clairement pas assez. Mais 12, c'est peut-être trop. Bon, on verra bien. Du côté des astromechs, Genius n'est désormais plus gratuit. Et c'est probablement une bonne chose, tout particulièrement s'il faut l'associer par exemple avec le capitaine Nim, semble-t-il. Pour ce qui est des équipages, 000 étant donc à part, tous les autres coûtent un peu moins cher, 1 ou 2 points. Jabba le Hutt, arcade, archétype de soutien-commandement chez les racailles, a désormais un coût relativement décent, je suppose. Il pourrait être intéressant de voir ce que l'on peut en tirer. Cela dit, la grosse limace baveuse occupe 2 emplacements d'équipage, et maintenant que le YV666 n'en a plus que 2 lui aussi, je ne sais pas. Pas du tout, à vrai dire. Enfin, les racailles ont une flopée de titres qui évoluent. Le cas de Moldicro a donc déjà été évoqué, et d'une certaine manière aussi G2000, une réduction d'1 point envisagée en traitant des chasseurs d'assaut agresseurs. Mais les 3 titres associés aux patrouilleurs de classe Firespray connaissent des évolutions marquées. Marauder semble-t-il de loin le plus joué, prend 3 points dans la face. Par contre, Andrasta diminue de 2 points et Slave One de 3. C'est bienvenu, je crois, en incitant à tenter d'autres choses avec ce vaisseau par essence redoutable. En commençant à parcourir ces ajustements de janvier, forcément, en tant que joueur impérial, je m'attendais à ce que l'Empire prenne cher. Parce que j'en lisais ça et là sur le web, beaucoup semblaient trouver cette faction plus forte que les 2 autres originelles. Plus forte, je ne sais pas, je veux bien le croire. C'était fort, en tout cas, et excitant, donc, ce que n'était pas l'Alliance Rebelle à mes yeux. Mais les racailles se défendaient plus qu'honorablement à vue de nez. Et après avoir un peu mûri ces ajustements, une fois que j'ai séché les larmes de Whisper, donc, j'ai l'impression que non seulement l'Empire s'en tire bien, mais encore que c'est peut-être bien la faction des racailles en définitive qui a été la plus pénalisée par ces ajustements. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Peut-être me gourge, cela dit. Mais il y a bel et bien ce sentiment étrange, oui. Maintenant, j'ai peut-être ici un biais impérial qui m'incite à accorder trop d'importance aux petits socles. Les nombreux socles moyens des racailles sortent plutôt requinqués de cette mise à jour, et même le plus méta d'entre eux, le Firespray, n'est au fond pas si pénalisé, puisque seul le champion Boba Fett l'est. Bon, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, les gens ? Je ne m'y attendais pas vraiment, mais les pourtant toutes récentes factions de la vague 2, le Premier Ordre et la Résistance, ont également connu quelques ajustements. Moins amples forcément, mais parfois assez significatifs. Pour ce qui est du Premier Ordre, ces ajustements ont porté seulement sur des vaisseaux, 2 petits socles. Concernant le chasseur TIE FO, un seul pilote est affecté, Nol. Ce petit machin bizarre perd son slot de talent, ce qui le rend tout de même bien moins intéressant. Mais il est vrai que pour 31 points d'escadron seulement, il pouvait faire des choses totalement folles, par exemple avec tactique de nuée, sauf erreur. Cette modification est donc relativement compréhensible, mais l'excitant petit Null est subitement beaucoup moins excitant. En revanche, grosse surprise me concernant, le TIE VN Silencer connaît une forte diminution des coûts sur l'ensemble du châssis. 6 points de moins pour Kylo Ren et Blackout, 4 pour tous les autres. Et certes, j'avais lu ça et là des gens trouvaient ce vaisseau trop cher, voire tout spécialement dans le cas de Kylo, injouable. Et je n'en revenais pas, je trouve ce vaisseau vraiment très fort, mais sa gamme de coups originelle ne me chagrinait pas le moins du monde. Je dépensais volontiers tous ces points sans le moindre regret, y compris voire surtout pour Kylo. Maintenant, maintenant le Silencer me paraît encore plus balèze, 4 à 6 points de moins, il y a de quoi caler des améliorations sympatoches tout de même. Probablement pas les réflexes surnaturels sur Kylo, donc, pour des raisons similaires à Dark Vador dans l'Empire Galactique, même si de manière moins franche, j'y reviendrai. En tout cas, pas de modification, car le vaisseau, en contrepartie de son coût amoindri, perd de manière générale son slot de modification. Et honnêtement, je m'en balèque, comme disent les Jones. Le Silencer n'en a absolument pas besoin.
La résistance aussi a connu quelques ajustements mais plus diversifiés. Du côté des petits socles, le Howing RZ2, même pas sorti, connaît déjà une modification. La recrue de l'escadron bleu gagne un emplacement de talent, là où elle n'en avait aucun jusqu'alors, tous les autres pilotes de ce châssis ayant 2 emplacements de talent. Comme vu plus haut, sous cet angle, le Howing RZ2 de la Résistance se distingue moins de son ancêtre, le Howing RZ1 de l'Alliance Rebelle. Il paraît toujours plus intéressant à vue de nez, cela dit. Côté gros socle, la forteresse stellaire MG100 coûte globalement bien moins cher. 3 points de moins pour Edon Capel, 4 pour Finch Dello, 5 pour les 4 autres pilotes. Je suppose que c'est lié à l'augmentation du coût de certaines améliorations utiles pour ce vaisseau, comme le simulateur de trajectoire, qui grimpe pas mal, ou dans une moindre mesure le blindage ablatif. Quoi qu'il en soit, ce gros machin me paraît toujours aussi excitant. Enfin, pour ce qui est des améliorations de la résistance, 2 astromechs sont concernés, l'astromech BB et sa version supérieure limitée BB8. Dans le principe, vu de loin, c'est un peu ce que l'on a pu constater dans l'Alliance Rebelle avec les astromechs R2 et R2D2 et les astromechs R5 et R5D8, en notant que les versions non limitées sont en fait des améliorations génériques. Pourtant, la méthode est très différente qui introduit une nouvelle approche, ou plus exactement une que l'on retrouvera pour les améliorations génériques. Il s'agit d'avoir de nouvelles améliorations à coût variable, cependant, cette fois, au lieu de se baser sur l'agilité du vaisseau ou sur sa taille, elles tiennent compte de l'initiative du pilote. Moins celle-ci est élevée, moins l'amélioration est chère. Il est du coup beaucoup plus intéressant d'associer ces astromechs à des pilotes peu onéreux, et de manière générale, cette nouvelle règle implique une diminution des coûts pouvant être assez franche. En fait, concernant l'astromech bébé, il faut être à initiative 5 pour que le prix ne bouge pas, et 6 pour que l'amélioration coûte 1 point de plus, et c'est décalé concernant bébé 8 pour lequel il faut être à initiative 6 pour que le prix ne diminue pas. Lisez Podambron. Et en aucun cas il ne coûte plus cher qu'auparavant. Notez au passage que ce système envisage la possibilité de vaisseaux dotés d'une initiative de 0, auquel cas l'astromech bébé serait gratuit pour eux, même si à l'heure actuelle je ne crois pas que ce soit possible d'une manière ou d'une autre. Le seul pilote que je connaisse dans ce cas est donc Null, mais il appartient au premier ordre. Mais ça, c'est un détail. Globalement, c'est là une nouvelle approche très intéressante, dans la mesure où, sans pénaliser les stars, lisez toujours Podambron, on peut ainsi booster un peu les génériques ou même des pilotes nommés de catégorie intermédiaire. Intéressant. Et enfin, il nous faut envisager les améliorations génériques, dont un certain nombre, on va dire, jouent de ce nouveau rapport avec l'initiative, qui est probablement un des apports majeurs de ces premiers ajustements. Pour ce qui est des artilleurs, aussi bien l'artilleur de tourelle vétéran que le canonnier à droit coûtent désormais 2 points de moins, et c'est très intéressant pour les adeptes des tourelles, les coûts de ces dernières diminuant également. Jusqu'ici, elles ne faisaient pas forcément grand-chose, mais sans le moins du monde redevenir aussi pénibles et puissantes qu'en V1, elles bénéficieront probablement de cette mise à jour. Du côté des astromechs, le cas des astromechs R2 et des astromechs R5 a été indirectement évoqué en traitant de l'Alliance Rebelle. Une surprise en ce qui concerne les canons, le rayon de brouillage en coûtant 2 points de moins devient en fait gratuit. Certes, ce n'est pas l'arme la plus dévastatrice qui soit, mais dans la mesure où cela ne coûte rien, pourquoi pas. Plus haut, on avait envisagé d'en équiper en série des chasseurs d'assaut agresseurs bénéficiant du titre IG-2000, tant que IG-88B était de la partie, mais ça n'est qu'un exemple. Sinon, le rayon tracteur coûte 1 point de moins, passant à 2. Pourquoi pas, il y a là aussi des choses amusantes à envisager. En matière d'équipage, un seul ajustement, le copilote perspicace coûte 2 points de main, et donc 8. Même à 10 points, c'était une amélioration très intéressante. À 8, c'est encore mieux. Pour ce qui est des missiles, les roquettes de barrage coûtent désormais 1 point de plus, et honnêtement, par rapport aux bombardiers Tayessa, notamment, je m'attendais à une hausse plus élevée, tandis que les missiles à tête chercheuse coûtent 2 points de plus, passant à 5. Et là, j'avoue que je ne comprends pas bien, il doit y avoir une utilisation qui m'échappe, ou plusieurs. Hey. Passons aux modifications. 2 coûtent désormais un peu plus cher, de 2 points, les ailettes statiques de décharge, et honnêtement je suis incapable d'en dire quoi que ce soit, et le blindage ablatif, sympathique quand on joue bombe, notamment j'imagine, pour la forteresse stellaire MG100, dont les coûts globaux ont donc diminué. Le reste diminue un peu, moteurs améliorés dont les coûts varient selon la taille du vaisseau, mais quelle que soit celle-ci, il y a bien eu réduction, et post-combustion. Ça peut être intéressant, ces deux-là. Mais même à 1 point seulement, les munitions à sûreté intégrées n'ont pas grand intérêt en V2. Et maintenant, pour ce qui est des pouvoirs de la force, il n'y en a qu'un de concerné, réflexe surnaturel, déjà cité plusieurs fois. Ce pouvoir assez onéreux à la base, avec 12 points d'escadron initialement, est désormais à coût variable fonction de l'initiative. En gros, les coûts diminuent pour les vaisseaux d'initiative 0 à 3 inclus. C'est tout bénef pour les inquisiteurs, donc, et ça me plaît bien. Et bientôt, il faudra voir ce que cela donnera avec les Jedi de l'Ancienne République. Puis, ils augmentent de manière exponentielle.
Le pouvoir coûte 16 points à initiative 4, 24 à initiative 5, bye bye Kylo, Luke, et 32 à initiative 6. Dark Vador n'en sera du coup plus systématiquement équipé. Concernant ce dernier, c'est du brutal, mais globalement l'idée me paraît bonne. Un jour j'alignerai mes inquisiteurs, bordel. À l'exception du système de commande de tir, qui coûte désormais 1 point de moins, je suis pour, tous les autres senseurs augmentent, et de manière particulièrement drastique pour le simulateur de trajectoire, 7 points de plus. Le coût de cette amélioration a fait plus que tripler. Et je peux le comprendre, même si à titre personnel ça m'emmerde un peu, je ne suis vraiment pas doué avec les bombes et seule cette carte me permettait d'en faire vraiment quelque chose, notamment en équipant un Taisea Punisher. Ou deux. Bon, on reviendra au jeu bombe plus traditionnel, ou pas du tout. Le bombardier de la résistance risque d'en être affecté au passage, et j'y vois une des raisons à la diminution de ses coûts globaux. En même temps, moi qui aime bien sortir de temps en temps une nuée ou une simili-nuée et qui louche sur les vautours des séparatistes pour bientôt, je ne devrais pas m'en plaindre, j'imagine. Sinon, le détecteur anti-collision coûte désormais 1 point de plus et les senseurs avancés 2. Ce sont de bonnes cartes et je suppose qu'elles le restent à ce coup. Ok. Côté talent, il n'y a que maîtrise de soi qui diminue globalement, passant à 1. C'est une carte sympa pour des joueurs débutants, peut-être, je n'en suis même pas sûr, bien qu'étant moi-même pas beaucoup plus capé qu'un débutant, je suppose. 4 autres talents augmentent d'1 point chacun, 4 bons voire très bons talents, feinte, gambit des astéroïdes, loup solitaire et tir habile. Je suis plus particulièrement concerné par le premier, que j'avais vaguement évoqué en traitant du Type H Phantom, mais du côté de l'Empire Galactique, il faut citer également au moins le défenseur Taïdé. Le premier donc, feinte, et aussi le dernier, tir habile. Et honnêtement, 1 point de plus pour chacun, c'est tout sauf excessif. Reste enfin une nouvelle amélioration dont le coût varie en fonction de l'initiative, et c'est chef d'escouade, ce qui paraît assez sensé au fond. Mais du coup, c'est une augmentation globale de 2 points, initiative 2, à 10 points, initiative 6. Je suis un peu sceptique, je trouve ça un peu trop. Cela dit, c'est typiquement une carte qui peut déboucher sur des combos intéressantes et cette coordination, même sous condition, peut produire des trucs assez improbables. Je réserve mon avis pour l'heure. Passons aux technologies. Je ne sais pas bien quoi dire concernant la petite augmentation du synchroniseur télémétrique, mais le fait que les propulseurs survitaminés voient à leur tour leur coût varier en fonction de l'initiative me paraît pertinent. Le coût n'augmente légèrement que pour les pilotes dotés d'une initiative de 5 ou de 6. À ce stade, c'est essentiellement Podameron qui en pâtit, et à peine. Et c'est tout bénef pour ceux qui sont moins capés. Cela dit, sont-ils si nombreux à pouvoir vraiment en profiter? On va voir ce que ça donnera. Pour les torpilles, pas de surprise. Les torpilles à proton coûtent 3 points de plus, passant à 12. Et c'est très bien comme ça. Même en étant la plus chère à la base, elles constituaient l'attaque spéciale la plus efficace et, honnêtement, je suppose qu'elles le demeureront encore. Peut-être seront-elles seulement un peu moins systématiques, et c'est toujours une bonne chose. Et nous finissons avec les tourelles. Aussi bien la tourelle à canon ionique que la tourelle dorsale coûtent 2 points de moins, passant respectivement à 4 et 2. Comme dit plus haut en évoquant les artilleurs, c'est sans doute une bonne chose, qui devrait inciter à jouer davantage de ces améliorations, sans les rendre aussi puissantes et pénibles qu'en V1. Oui. C'est bien vu. Et je crois que tout cela va dans le bon sens globalement. Bien sûr, en tant que fan du Type H Phantom, j'ai commencé par pleurer des larmes de sang désoccultées après avoir parcouru pour la première fois ces ajustements, mais en définitive, avec un peu de recul, je suis plutôt satisfait. Je pense que tout cela devrait effectivement jouer en faveur de l'équilibrage du jeu, et c'est bien l'objet de ces mises à jour. J'ai quelques réserves concernant certaines méthodes un peu brutales de mettre fin à des combos certes trop puissantes, et il y a donc ce vague sentiment que la faction des racailles et scélérats était un peu desservie par ces ajustements. En tant que joueur impérial, je m'attendais à pire pour ma faction adorée, mais non, je crois que FFG a fait du bon boulot. J'aimerais surtout que cela rende les rebelles plus excitants, ce qui n'est peut-être pas encore garanti. Nous verrons bien ce que tout cela donnera. J'ai hâte de jouer, moi. J'ai refait plein de listes du coup. Faudra que...